Mais... En l'espace de quelques semaines, la Colombie et le Venezuela ont été frappés par de puissants séismes faisant des milliers de morts et de blessés et causant d'importants dégâts. Le plus récent en Colombie, là, on décompte encore là, évidemment les dommages et les décès. La Colombie a été frappée lundi matin par un puissant séisme de magnitude 7.4, 7,4. On va tout décortiquer ça avec notre invité. Le plus important enregistré au pays depuis la dernière décennie. Le bilan s'élève pour l'instant, Cybèle, là, je parle sous ton contrôle, 240 morts. Hein, c'est ça? Il y a eu des mises à jour aujourd'hui. Oui, c'était 1300 blessés pour l'instant. 165 bâtiments ont été détruits au passage. Et le Venezuela, c'est encore évidemment pire. 2 séismes de ce côté-là. Là, on parle plutôt de 6300 morts. Excuse-moi, Francis, je voulais juste dire pour la Colombie, c'est 169 morts que j'avais noté. Bref, on voulait comprendre un peu. Je vous avoue que je n'ai jamais vraiment ressenti ça, un séisme. Pourtant, on en a à l'occasion ici au Québec et à Montréal. Il y en a eu à Québec aussi récemment. On a donc demandé à Fiona Derbyshire de venir nous parler de tout ça en studio. Elle est sismologue et professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Bonjour, Madame Derbyshire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Déjà, on cherche à comprendre là, qu'est-ce qui explique que l'Amérique du Sud soit aussi exposée là, aux tremblements de terre comme on l'a vu ces dernières semaines. C'est une question de la grande théorie de tectonique des plaques, là où la surface de la Terre est divisée en plaques quasiment rigides et à la frontière entre ces plaques qui se déplacent l'une par rapport à l'autre. C'est là où on peut avoir des mouvements relatifs entre les deux et c'est là qu'on trouve la plupart des séismes. Et donc, si on regarde au niveau global où se trouvent les séismes principaux, c'est peut-être 80-90% à la frontière entre différentes plaques. Et ça, c'est le cas pour le Venezuela et aussi pour la Colombie. Et ça veut dire que ces pays-là, ils vont continuer d'avoir des séismes à répétition là, pour toujours. Là. Les plaques, elles s'en vont pas ailleurs. Là. Elles sont en place, elles bougent de quelques centimètres par année. Donc, c'est des phénomènes qui vont continuer de se reproduire dans ces endroits-là du monde. Exactement, c'est ça. Et comment vous expliquez, c'est su, là, c'est pas quelque chose qu'on a découvert l'année dernière, là, la tectonique des plaques, là, si je comprends bien, c'est une connaissance qui est quand même plusieurs centaines d'années, je pense qu'on comprend cette mécanique-là. En fait, c'est les dizaines d'années depuis l'établissement de la théorie comme moderne. Il y avait des notions dans les décennies ou peut-être des centaines d'années avant de ça, mais la raison pourquoi c'est divisé comme ça, pourquoi les continents bougent, etc., c'était vraiment connu seulement dans les années 60. Et donc, comment ça se fait qu'à ce moment-là, si on sait où sont les plaques, comment ça se fait qu'on, mettons, au Venezuela, en Colombie, on construit pas des résidences plus solides? Je veux dire, est-ce que ces gens-là font semblant que ça n'existe pas? Ou je suis toujours un peu surpris que c'est comme si on découvrait qu'il y avait cette problématique-là, mais comme vous le dites, ça bouge pas tant que ça. Là, je veux dire, il va y avoir d'autres séismes dans ces pays-là. C'est certain, oui. Et généralement, si on regarde partout dans le monde, c'est plus une question de pauvreté versus des pays riches ou des situations politiques, des codes de bâtiments qui ne sont pas assez fortes dans certaines régions, certains pays que d'autres. Ouais. Et ça joue un rôle très fort. Parce qu'on sait qu'au Japon, par exemple, où il y a aussi énormément de séismes, j'imagine qu'il y a aussi des plaques là, qui se confrontent. Le cas du bâtiment est beaucoup plus solide. Là. Ce qui les a pas empêchés d'avoir le tsunami il y a quelques années et d'autres dommages, mais généralement, les immeubles sont construits en conséquence de ces problématiques-là. C'est ça. Donc, dans les pays qui sont considérés riches, là, il y a généralement des codes de bâtiments qui sont très forts et généralement bien respectés. Ouais. Dans les pays où il y a beaucoup de pauvreté, les codes de bâtiments ne sont pas si solides. Exactement. Ouais. Francis, je peux me permettre, j'avais une question pour vous. Oui. J'ai entendu parler des problèmes pour ramasser les débris. Ils le font avec leurs mains. Je ne sais pas si c'est de votre expertise, si vous avez une idée de comment c'est fait, mais à quel point c'est compliqué, complexe de ramasser les dégâts causés par un séisme comme ça, parce que les gens le font à main nue, là-bas, sont pas équipés. À quel point c'est complexe comme opération? C'est très complexe. C'est un peu hors de mon expertise, parce que c'est plus une question de bâtiments et génie, etc. Mais quand même, si on pense que ces bâtiments qui sont effondrés, il y a des personnes à l'intérieur, souvent, ça crée
un problème majeur parce que les grandes machines ne sont pas nécessairement capables à bouger les blocs. Mais non, c'est ça. Ça va créer plus de risques pour les personnes. Mais en même temps, ces mêmes blocs sont trop lourds pour les gens à vraiment bouger eux-mêmes. Ah, ça, c'est certain. Et là, donc, je vous avoue que mes cours de géographie de secondaire 3 sont loin derrière. Là. J'aimerais qu'on revienne rapidement pour le bénéfice de tous. Là. 7.4, 7.5, comment ça marche exactement, cette échelle-là? Je pense que ça va jusqu'à 8, là, mais pouvez-vous un peu nous expliquer, nous rafraîchir la mémoire là, sur cette espèce d'échelle là, par laquelle on mesure les tremblements de terre? Oui, bien sûr. Donc, cette échelle de magnitude, il n'y a pas de début de fin vraiment défini. Okay. Et c'est une échelle qui mesure la quantité d'énergie libérée par le tremblement de terre. Et effectivement, c'est une échelle qui est nommée logarithmique en termes mathématiques. Ça va dire que magnitude 6 est 10 fois plus puissant que magnitude 5. Ah oui, d'accord. Et on peut continuer. Et donc, les magnitudes 7 à 8 sont considérés les séismes très majeurs, très sévères. Les plus grands séismes jamais enregistrés sont par contre de magnitude 9 ou plus, dans le Chili en 1960 ou le Japon en 2011. Des magnitudes 9. Donc, vous me dites qu'à chaque fois qu'on passe, mettons, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, c'est 10 fois plus à chaque fois. Donc, mettons, 10 fois 10 fois 10. Fait que rendu à 9, là, c'est tout est détruit. Là. Effectivement, oui. Ouais. Et ça c'est lié au montant aussi de rupture, c'est-à-dire la longueur de la faille qui a bougé et la largeur et le montant de mouvement sur la faille. Et tout ça, c'est des facteurs pour... On voit dans les films que les gens, là, ils mettent des sondes, là, puis ils voient ça venir, là, les tremblements de terre. Parlez-nous un peu, justement, de l'état de la science qui est la vôtre. Là, est-ce qu'on peut savoir qu'un tremblement de terre arrive? Est-ce que ça se détecte d'avance? Ou est-ce qu'on est comme un peu... on doit se faire à l'idée que ça va toujours être une surprise, puis il y aura toujours, évidemment, des conséquences désastreuses? En fait, c'est une question très complexe parce qu'on ne peut pas prévoir, comme disons les météo-médias pour les tempêtes. Puis même ça, c'est un peu approximatif. Oui, c'est sûr, mais c'est encore plus difficile pour les tremblements de terre. On ne peut jamais dire il y aura un tremblement de terre dans un tel endroit à telle date. On peut dire en regardant l'histoire des séismes qu'il y a un risque de séisme, y compris des séismes majeurs dans une telle région, et probablement dans les prochaines 50 années, il y a une forte probabilité. Ouais, voilà, ça, exactement. Cybèle, ouais. Ben, un peu dans le même ordre d'idée, mais à l'envers, il y a quelqu'un qui nous a texté une question. Roger, il dit si on n'est pas capable de les prévenir, est-ce qu'on peut les provoquer? Les utiliser, par exemple, comme une arme d'un pays à l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Pas en cette façon, mais il y a un phénomène qui s'appelle la sismicité induite. Généralement, c'est des séismes mineurs à modérés. La sismicité induite. C'est ça. Okay. Donc, les activités humaines, le meilleur exemple, c'est dans le cadre de fracturation pour les gaz de shale ou l'injection de l'eau dans les sédiments, par exemple à Alberta ou Oklahoma. Là, s'il y a des failles qui sont presque prêtes à bouger, il y a une injection de l'eau ou un enlèvement de fluide. Effectivement, ça va juste changer légèrement l'état de force à l'intérieur. Et si la faille est déjà prête à bouger, ça va causer un séisme à ce moment-là. Je le disais, le 18 juin, là, il y a le séisme de 4.4. Là, si je comprends mieux l'échelle, fait que c'est pas si grave, 4.4, mais c'est quand même quelque chose de notable, qui a été enregistré près de Rimouski, ici au Québec. La semaine dernière, on a eu aussi un plus petit séisme de 2.8 à Québec. Bon, vous êtes installé au Québec, Fiona Derbyshire. Est-ce qu'on doit craindre les séismes ici comme Québécois, ou est-ce qu'on est comme dans une espèce de terre protégée de cette activité-là? En fait, l'activité sismique au Québec, c'est intéressant parce qu'on est loin des frontières de plaques modernes. On est comme au milieu d'une plaque, là, c'est ce que voilà, vous dites. c'est ça. Bien. Moi, si j'avais à construire une maison, je la mettrais au milieu d'une plaque, personnellement, plutôt que entre deux. Ouais. Quand même, si on regarde dans l'histoire tectonique à très, très long terme, on parle de centaines de millions d'années, il y a des anciennes frontières qui ont laissé une signature dans la croûte terrestre, des zones qui s'appellent des zones de faiblesse de la croûte. C'est pas uniforme. Et donc, quand les forces tectoniques générales, globales, sont transmises vers l'intérieur de la plaque, il y a la possibilité de forces concentrées sur
ces régions de faiblesse. Toute la langue de la vallée Saint-Laurent, c'est une de ces très anciennes frontières de plaques. OK. C'est pour cette raison que nous avons ces séismes typiquement mineurs et modérés et très rarement majeurs, la langue de vallée bien. Saint-Laurent et Outaouais. Donc, il faut un peu s'inquiéter, c'est ce que vous nous dites. Il faut être sensible, effectivement. Et quand on voit ça, bon là, Rimouski, Québec, quand il y a un séisme dans une région X, est-ce que ça peut comme provoquer un autre séisme dans une autre région adjacente? Est-ce qu'il y a comme une séquence ou c'est comme des événements plutôt isolés, tout ça? Pour les grands séismes, ça, c'est une question qui est encore sous recherche. OK. Il y a une possibilité encore que si une faille dans la région ou à côté est déjà presque prête, il y a un séisme dans la région, peut-être ça va changer le régime de force dans la croûte suffisant pour le provoquer un peu plus tôt qu'originalement, mais c'est encore une question sous débat. Bon, fait que là, vous nous dites qu'il y a encore plein de recherches à faire dans votre univers là, de la sismologie. Mettons que mon petit garçon de 4 ans, il voulait devenir sismologue. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire votre travail? Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr qu'on a besoin d'une bonne formation en sciences, Ouais. notamment à l'école, on peut parler des sciences de la Terre. Évidemment, il y a un certain montant qui est enseigné. La physique, la mathématique, ces deux sont très importants. Bon. Et à l'université, dans le premier cycle, il y a plusieurs différentes options, soit la géologie directement, comme à mon département, soit la physique, soit la mathématique, selon l'intérêt. Et ensuite, si on voudrait continuer à plus long terme, on peut aller aux études de deuxième, troisième cycle, spécifiquement en sismologie. Devenir un petit Vous n'avez génie. pas peur de l'intelligence artificielle dans votre domaine quand même? J'imagine que vous l'envisagez. C'est un outil qui est déjà utilisé en certaines façons. Par exemple, les outils d'intelligence artificielle sont très bien à reconnaître les formes dans les formes d'ondes. Ils sont utilisés maintenant pour détecter les petits tremblements de terre qui ne sont pas si visibles pour les humains. Ah, c'est quand même très intéressant. Bref, j'adore ça, moi, les films là, de tremblements de terre. Là, j'aime toujours la partie avant, là, où on voit les scientifiques là, qui s'alertent, là, puis il y a comme des pré-tremblements de terre. C'est toujours un peu dramatique, j'imagine, là, vous allez me dire. Mais quand même, j'avoue que ça fait partie de mes films catastrophes favoris. Donc, Fiona Derbyshire, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sismologue et professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui. Merci à vous.